Janvier 1943. Voici maintenant 18 mois qu'Hitler a envahi l'URSS. De part et d'autre, le combat a été mené avec férocité. Malgré les pertes terribles infligées par la Wehrmacht, l'armée rouge semble avoir des réserves inépuisables. La victoire décisive de l'Allemagne paraît plus éloignée que jamais. L'année 1943 s'ouvre sur la défaite totale à Stalingrad. Hitler s'adresse alors aux Gauleiters du Troisième Reich. Vous êtes les témoins d'une catastrophe sans précédent. Les Soviétiques ont réussi. Parce que les Roumains se sont rendus, les Hongrois ne se sont même pas battus. Durant 5 jours, les troupes allemandes ont tenu seules la ligne de front, alors que les positions étaient enfoncées par l'ennemi. À Stalingrad, nous avons perdu 4 armées. Si le peuple allemand n'est pas capable de faire face, il ne mérite pas que nous nous battions pour son avenir. Nous pourrons alors le rayer de l'histoire en toute justice. En visitant les blessés du front, Hitler se rend pourtant compte du sacrifice des combattants. Il admet que 1943 soit une année particulièrement dure, mais qui permette de revoir la stratégie, de consolider la défense, malgré les pertes en hommes et en matériel. Lorsque le feldmaréchal von Kluge lui présente ses projets de campagne pour l'été et lui demande ses instructions, Hitler s'étonne de ce qu'il appelle la modestie des objectifs. La stratégie défensive qui se dessine l'irrite. Au mois de mars, il prépare un assaut important sur Kursk. Son médecin, le docteur Morel, le persuade de quitter son quartier général de Prusse orientale pour le confort ensoleillé de Berchtesgaden, sa retraite bavaroise. Il va pouvoir y méditer en compagnie de ses intimes, comme ici Albert Speer. Devenu ministre de l'Armement, le jeune et brillant architecte, malgré l'inimitié de Göring, est un familier du Berghof. Hitler trouve dans ce chalet somptueusement aménagé une détente presque familiale en compagnie de sa maîtresse Eva Braun, dont l'amabilité et la bonne humeur donnent le ton. C'est elle qui filme en couleur ces moments d'intimité. Les soirées sont longues, mais Hitler refuse d'aller se coucher avant d'avoir examiné les plans de contre-attaque contre les Alliés. Les bombardiers américains et britanniques pilonnent les villes allemandes et celles des pays occupés par les forces de l'Axe. Au mois d'avril, les raids américains ont fait des milliers de victimes civiles à Paris, à Naples et à Anvers. Pendant ce temps, Hitler met au point l'opération Citadelle, dont les tenailles doivent réduire le saillant de Kursk sous le commandement du maréchal von Kluge. Le Führer place toute sa confiance dans les nouveaux chars, notamment le Tigre et le Panthère. Mais auparavant, il est préoccupé par l'affaiblissement progressif de la tête de pont créée par les Italo-Allemands en Tunisie. À la fin du mois d'avril, le général von Arnim, successeur de Rommel, ne dispose plus que d'environ 80 chars. Il en est réduit à distiller des alcools et du vin pour obtenir le carburant qui lui fait cruellement défaut. En vain. Le légendaire Afrika Korps, enfermé dans Tunis, le dos à la mer, envoie un dernier message à Berlin. Nous n'avons plus de munitions, armes et matériel détruits. L'Afrika Korps a combattu jusqu'au bout, comme il en avait reçu l'ordre. 90 000 hommes sont faits prisonniers par les Anglo-Américains. Pendant ce temps, la guerre sous-marine elle-même tourne au désavantage des Allemands. Le grand amiral Dönitz informe Hitler que les nouveaux radars des Alliés sont pour beaucoup dans les pertes essuyées par ces U-boats, mais il précise qu'il a déjà mis au point plusieurs contre-mesures. À travers les rapports de la Gestapo, Hitler n'ignore pas que le moral du peuple allemand est au plus bas. Mais il ne peut revenir en arrière. Il doit rassembler une force énorme, principalement des blindés et des avions, pour lancer Citadelle et intervenir en Italie. Hitler fait venir le jeune professeur Werner von Braun, inventeur d'une bombe volante à longue portée, bientôt connue sous le nom de V2. Le Führer ordonne aussitôt la production prioritaire et secrète de cette arme terrible, fabriquée sur la base de Peenemünde. À la veille du début de Citadelle, déjà reporté plusieurs fois, Hitler donne ce mot d'ordre au commandant d'armée: tenir partout où vous serez.
L'attaque débute à l'aube du 5 juillet 1943, malgré un formidable déluge d'artillerie soviétique. La plus grande bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale s'engage. Durant les premiers jours, les troupes allemandes avancent, foudroyantes, et détruisent des centaines de blindés ennemis. Au repère du Loup, le quartier général d'Hitler, l'euphorie règne, malgré les rapports signalant des pertes élevées et de nombreuses pannes mécaniques. Quatre jours plus tard, Hitler apprend le débarquement des Alliés en Sicile, sous les ordres d'Eisenhower, du général Alexander, de l'amiral Cunningham et de l'air marshal Tedder. Les Italiens du général Guzzonine ne leur opposent qu'une faible résistance et le 12 juillet, les forces alliées sont solidement installées. À la même date, sur l'ordre de Staline, Zhukov lance une contre-offensive sur Orel, au nord de Koursk. Malgré des prodiges, les troupes blindées de von Klug sont stoppées au cours de la gigantesque bataille de Prokhorovka qui oppose 1550 blindés. L'opération Citadelle est stoppée, même si les combats se poursuivent jusqu'au 23 août. Hitler s'est toujours méfié des Italiens et ses craintes se confirment. Le 26 juillet, il apprend la chute de Mussolini. Il s'écrie « Badoglio, notre pire ennemi, a pris le pouvoir ». Il est anéanti et furieux que le dictateur italien auquel il s'estime lié par le destin ait été déposé dans des conditions aussi ignominieuses. Et il ne doute pas que Badoglio n'agisse en parfait accord avec les Alliés. Le 24 juillet, Hitler apprend qu'un raid aérien d'une extrême violence a réduit Hambourg en cendres. Des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont brûlé vifs ou ont été empoisonnés par les fumées toxiques. Fou de rage, il ordonne l'accélération de la production des V2. « On répond à la terreur par la terreur », s'écrie-t-il. Il fait aussitôt construire 1 million d'abris provisoires pour les victimes des bombardements ayant tout perdu. Par ailleurs, il ordonne à Speer et à Himmler d'utiliser au maximum les caves et les tunnels pour enterrer les usines d'armement qui représentent désormais un secret vital pour l'Allemagne. L'espoir soutient cependant encore le Führer, qui s'efforce de le faire partager à ses fidèles, comme ici Sepp Dietrich, devenu l'un des grands chefs de la Waffen-SS. Il pense en effet que les Alliés, Churchill en tête, se retourneront contre l'Union soviétique. L'étoile d'Himmler, chef de la SS visitant ici un camp de prisonniers, est alors à son zénith. L'Allemagne admire l'héroïsme des troupes d'élite de la Waffen-SS, dont les divisions ont repris Kharkov et ont ainsi contribué à réparer le désastre de Stalingrad. Aux yeux d'Hitler, l'armée régulière, la Wehrmacht, n'est pas digne de confiance, alors que la Waffen-SS, armée politique, est seule capable de battre les adversaires du Reich. Hitler ne cache pas son mépris pour les Italiens. Il les suspecte même d'avoir empoisonné le roi Boris de Bulgarie et il met en garde son successeur, le maréchal Antonescu, contre les tentatives éventuelles d'assassinat. Le Führer est certain que l'Italie est sur le point d'être envahie par les Alliés et il en tient compte dans ses projets. Le 3 septembre 1943, les Britanniques débarquent dans le sud de l'Italie. C'est l'opération Baytown. La résistance est pratiquement inexistante. Le même jour, les Italiens demandent secrètement la paix à l'Angleterre. Mais le maréchal Badoglio déclare « L'Allemagne a encore à apprendre ce que signifie le mot honneur pour un général italien ». Le même soir, pourtant, la BBC annonce que l'Italie a capitulé sans condition. Hitler garde son calme. Ses troupes d'élite, sous les ordres du maréchal de la Luftwaffe Kesselring, tiennent Rome. Les forces italiennes sont désarmées, certains officiers récalcitrants sont même passés par les armes par leurs anciens alliés. À Nice, un officier allemand est tué par une grenade italienne. En représailles, les soldats italiens stationnés dans la gare sont fusillés par les Allemands.
Dans ce désordre militaire affligeant, les troupes d'élites allemandes se distinguent par leur héroïsme. Le 12 septembre, un commando de parachutistes et de Waffen-SS, commandé par le Sturmbannführer Otto Skorzeny, réussissent l'exploit d'enlever Mussolini du Gran Sasso, au cœur des Abruzzes, et de le ramener en Allemagne dans des conditions extraordinaires. Hitler manifeste sa joie. Cette nouvelle va faire l'effet d'une bombe, surtout en Angleterre. Cela leur prouvera que je n'abandonne jamais mes amis et que je suis un homme de parole. En Italie, la situation se stabilise. Hitler est persuadé qu'il n'y a désormais à craindre plus aucune invasion américaine. Ils n'en sont plus capables, dit-il. Ils ont réussi à Salerne uniquement parce que les Italiens leur ont donné leur bénédiction. En fait, la défection italienne rend service au Troisième Reich. Celui-ci désormais n'aura plus à fournir à son allié carburant, vivres, matériel divers. Un grand nombre de blindés, d'armes et de prisonniers sont maintenant entre les mains de l'Allemagne. Les raids de bombardements alliés se poursuivent sans relâche. Hitler les commente, cyniquement. Ces bombardements travaillent pour nous, dit-il, car ils engendrent une population n'ayant plus rien à perdre et qui se battra pour notre cause jusqu'au bout et avec fanatisme. D'un bout à l'autre des pays occupés, la guerre secrète fait rage. Une fois de plus, Hitler est obsédé par les Juifs, qui sont pourchassés dans toute l'Europe et emmenés dans les camps tristement célèbres. Le Juif, dit le chef du Troisième Reich, agit inexorablement pour dominer le monde. Aucune nation ne peut lui faire lâcher prise sinon par la force. Seule la puissance d'une volonté nationale rassemblée est capable de défier cet asservissement international. Une telle opération ne peut être que sanglante. Cette opinion, poussée à l'extrême, entraînera les horreurs inacceptables des camps de concentration. Le 23 octobre, Staline reprend son offensive contre les troupes d'Hitler. Les généraux allemands, dont les unités comptent des milliers de morts et de blessés, commencent à envisager au grand jour l'évacuation de la Crimée. À la fin du mois, Hitler se rend compte de la difficulté de mener une guerre sur plusieurs fronts avec des ressources diminuées. Le maréchal von Rundstedt vient lui-même à la tanière du Loup pour faire un compte-rendu alarmant sur la faiblesse militaire allemande en France. Speer a sans cesse besoin d'ouvriers pour dégager les décombres laissés par les raids aériens, construire de nouvelles usines et servir les machines. Le maréchal Milch, directeur de l'équipement aéronautique et représentant permanent de Göring, réclame lui aussi des ouvriers pour construire des avions. L'amiral Dönitz recrute des équipages pour les sous-marins mis en service. Quant à Hitler, lui, il a besoin de nouvelles divisions pour combler les pertes du front de l'Est. Pour Hitler, qui doit faire face à la nouvelle offensive soviétique, la tâche la plus importante est de se préparer pour être capable, au plus tard au printemps 1944, de stopper dès son démarrage une offensive alliée venant de l'Ouest. En novembre, il donne à Rommel, à qui il remet la croix de chevalier avec feuille de chêne, un important commandement en France, afin de mettre en place la défense contre une invasion par la mer. Mais à l'autre bout du front, en raison de la défection italienne, il est aussi urgent de renforcer les troupes opérant dans les Balkans. Cette question concerne les réserves. Or, si les effectifs de l'armée sont devenus pléthoriques, avec 8 millions de soldats, à peine 260 000 combattent effectivement en Russie. La seule consolation d'Hitler est la difficulté qu'éprouvent les Alliés pour progresser en Italie, malgré leur énorme supériorité aérienne et navale. Berlin subit désormais durement chaque raid aérien. Hitler se console en pensant aux représailles infligées à Londres par les bombardiers de la Luftwaffe.
S'adressant à des vétérans du Parti national-socialiste le 9 novembre 1943, pour l'anniversaire du putsch de 1923, il s'exclame « L'heure de notre revanche est proche ». En Turquie, un espion appelé Cicero, valet de chambre de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, fournit à partir d'octobre 1943 près de 300 clichés des documents secrets donnant le détail de la future opération Overlord. En d'autres termes, le débarquement allié en Europe, prévu pour le printemps 1944. Paradoxalement, les Allemands n'y croient pas, la révélation leur semblant trop extraordinaire. Parlant une nouvelle fois à son quartier général avec Speer, Milch, Göring et Raeder, Hitler leur confirme à quel point il met son espoir de vaincre dans les nouveaux sous-marins et l'avion à réaction Messerschmitt 262. Si je peux disposer d'une centaine de jets, j'éloignerai définitivement la menace de l'invasion. Dans le sud de la Russie, il devient indispensable de prendre des décisions, même si cela implique d'abandonner la Crimée et Nicopole. C'est d'ailleurs l'avis du maréchal von Manstein, auquel Hitler explique en privé qu'il s'agit maintenant de combattre, non pour vaincre, mais pour gagner du temps. Cela permettra de lever de nouvelles armées, de lancer de nouvelles campagnes sous-marines, de faire aboutir les discussions secrètes entre l'Est et l'Ouest. Les soldats de Manstein se battent et tiennent bon. Hitler en conclut que la volonté est la clé de toute solution. Manstein reste cependant sceptique. À la fin du mois de janvier 1944, il se rend à la grande conférence à laquelle Hitler convie ses commandants d'armée, que l'on voit ici arriver à Rastenburg. Hitler leur déclare « Si le pire arrivait, j'attends du corps des officiers qu'ils se rassemblent autour de moi, poignard à la main. » Manstein ose alors l'interrompre « C'est ce que nous ferons, mon Führer. » L'ambiguïté de ce commentaire est telle qu'elle entraînera peu après le limogeage du maréchal, l'un des plus capables de la Wehrmacht. Mais désormais, ce qu'Hitler craint le plus est l'invasion à l'ouest. Rommel, nommé inspecteur du mur de l'Atlantique, met en œuvre un nouveau concept défensif. Selon lui, toute invasion doit être détruite sur les plages mêmes avant que le débarquement ne soit devenu une réalité. En cela, il est d'accord avec le Führer. Rommel entame alors un énorme programme d'ouvrages défensifs à la construction desquels la population française assiste, impuissante. Craignant une défection de la Hongrie, Hitler, qui a quitté la Prusse orientale pour le Berghof à bord de son train spécial, adresse le 18 mars 1944 un ultimatum au régent, l'amiral Horthy, qu'il reçoit ici dans son wagon. Le lendemain matin, la Hongrie est entièrement occupée par la Wehrmacht. L'Ukraine et ses immenses plaines fertiles est par contre perdue. L'Armée rouge a chassé les troupes allemandes qui laissent derrière elle une population d'autant plus déçue qu'elle avait accueilli les Allemands en libérateurs du joug communiste. L'instinct et l'intuition du Führer, par contre, le persuadent que les armées de Staline ont donné leur maximum et il refuse d'évacuer la Crimée. Il confie à ses aides de camp que l'histoire ne pourra jamais lui reprocher d'avoir perdu confiance au moment où la victoire finale était à portée de main. Mais en Crimée, cependant, le désastre approche. Le front nord est rompu, contraignant la Wehrmacht à une retraite précipitée face aux 30 divisions soviétiques aidées par les partisans. L'armée du littoral du général Eremenko attaque Sébastopol, qui tombe le 8 mai. Le 12, la victoire de l'armée rouge est totale. Hitler est furieux et accuse l'état-major de ne pas avoir suffisamment approvisionné la Crimée en armes et en munitions. Depuis le mois d'avril, Hitler s'attend à être éveillé chaque matin au Berghof par la nouvelle du débarquement allié.
La plupart de ses familiers pensent que l'adversaire empruntera le plus court chemin pour traverser la Manche et que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Au mois de juin, le mur de l'Atlantique est renforcé à 68% dans le nord et seulement à 18% en Normandie. Nous sommes presque en juin 1944 et de toutes les armes secrètes promises par Hitler, seul le V1 est opérationnel. Des milliers de bombes volantes, transportant chacune une tonne d'explosifs, sont prêtes à être lancées sur Londres. Hitler donne l'ordre de mise à feu, prédisant une panique formidable en Angleterre. « Je vais rendre la monnaie de leurs pièces à ces barbares », s'écrie-t-il. L'ordre est à peine lancé qu'arrive la nouvelle de parachutage massif en Normandie. Nous sommes le 6 juin 1944. Mais l'intoxication mise en place par les Alliés donne ses résultats. Au milieu de l'après-midi, les Panzers en réserve sont enfin engagés. Il est trop tard. Les Alliés, commandés par des chefs légendaires comme Montgomery et Eisenhower, ont déjà solidement accroché une tête de pont de 15 km de large. Si les objectifs de Rommel ne se sont pas réalisés, la bataille de France est en outre déjà presque perdue. Hitler reste cependant, et paradoxalement, optimiste. Il dit au maréchal Keitel « Maintenant que nous les tenons, nous allons les anéantir ». Mais la suprématie aérienne des Alliés est totale. Rapidement, l'euphorie du Berghof s'évanouit devant les bombardements continuels des bases de la Luftwaffe et des voies de communication. Le grand amiral Dönitz constate « L'invasion a réussi, le second front est ouvert ». Les attaques de V1 sur Londres reprennent le 15 juin et malgré la défense antiaérienne, ravagent la ville. En une seule nuit, 224 V1 sont lancés. Les missiles produisent la panique dans la capitale et inquiètent le haut commandement allié. En juillet, 30 000 maisons ont été détruites chaque jour. Depuis l'évacuation de Sébastopol, le front de l'Est a retrouvé un certain calme. Mais Hitler n'ignore pas que la nécessité de renforcer les troupes en France a affaibli le groupe d'armées du centre du maréchal Busch, qui doit faire face à 4 fronts constituant l'opération Bagration. Alerté par une recrudescence de l'activité aérienne dans le ciel russe, Hitler prévient les escadrilles de la Luftwaffe qu'il faut s'attendre à une attaque imminente. Une fois de plus, il a vu juste. Le 23 juin, les Soviétiques ouvrent 2 brèches de chaque côté de Vitebsk. De grandes formations de chars apparaissent alors et s'y engouffrent. 2 des 4 armées de Bush sont repoussées, la 4e et la 9e. Examinant les pertes du groupe d'armées tout entier, à quelques jours du 3e anniversaire de l'invasion de la Russie, Hitler convoque ses généraux au Berghof et leur adresse un discours sur la guerre révolutionnaire. Il reste confiant dans l'avenir et souligne que tous les leaders allemands marchent avec lui. Il justifie les sentences de mort prononcées par le tribunal du peuple, présidé par le sinistre Friesler. Comment peut-on demander à un simple et courageux fantassin de mourir pour la patrie, alors qu'au même moment, à l'arrière, des traîtres complotent et trahissent? Le groupe d'armées du centre est balayé. Les escadrilles de la Luftwaffe abandonnent leurs bases avancées. Le 28 juin, Hitler limoge Busch et le remplace par l'un de ses fidèles, le Feldmaréchal Model. D'autres généraux subissent eux aussi la disgrâce. Le maréchal von Rundstedt est relevé de son commandement en Normandie le 2 juillet et remplacé par le maréchal von Kluge. Le Generaloberst Kurt Zeitzler, souvent opposé aux conceptions du Führer, est limogé à son tour le 2 juillet. En dépit de leur courage, la défaite des troupes de Rommel, devenues chefs du groupe d'armée B, couvrant les côtes européennes du nord au sud, semble inéluctable.
Hitler en accuse la douceur de la vie d'occupation en France. Il espère que la fermeté brutale de von Kluge rétablira la situation. Il sait que la clé de la victoire dépend de la maîtrise du ciel. Il ordonne que la production du Messerschmitt 262, le premier avion à réaction du monde, passe à 1000 appareils par mois. Chaque semaine, chaque jour qui passe, compte maintenant. Le 3 juillet, le Führer déclare au maréchal Kesselring, que l'on voit ici inspecter une unité de la Luftwaffe sur le front, que l'Allemagne doit se battre pour chaque mètre carré de son territoire. Pour nous, conclut-il, gagner du temps est essentiel. Hitler apprend alors que le groupe d'armées du centre, commandé par Model, a perdu 28 divisions en 2 semaines. Le Feldmaréchal Model ne dispose plus que de 8 autres divisions pour faire face. Il va cependant réussir. Le 5 juillet, le Führer décide de lever en toute hâte de nouvelles unités pour endiguer le déferlement mortel des Soviétiques venant de Prusse orientale. Il annonce sa décision au cours de la conférence d'état-major quotidienne à Berlin, à laquelle assiste un colonel borgne et auquel il manque 2 doigts de la main gauche. C'est le comte Klaus von Stauffenberg, aristocrate catholique, brillant combattant et affecté depuis 1 an à l'état-major. Depuis plusieurs années, il complote contre Hitler. Le 14 juillet, celui-ci décide brusquement de rejoindre la tanière du Loup à Rastenburg afin de prendre en main personnellement la défense du Reich. Le paysage superbe masque la crise terrible dans laquelle sombre l'Allemagne. Le Reich se bat désormais sur son propre sol. Hitler, sous l'influence fanatique de Goebbels et de Bormann, ordonne au peuple allemand la guerre totale. Aucun homme politique n'a jamais exercé une aussi grande influence qu'Hitler à cette époque, malgré les revers de fortune de plus en plus fréquents. Chaque Allemand sait que si le pays succombe maintenant, il périra sous l'avalanche de l'armée soviétique. Le peuple allemand fait preuve d'un grand courage moral sous le déluge de bombes. Rappelant la levée en masse de 1813, hommes et femmes de tous âges et de toutes conditions répondent à l'appel des Gauleiters, construisent barricades et défenses anti-chars, apprennent le maniement des armes et la tactique du combat de rue pour résister à l'envahisseur communiste. En France, la situation allemande est des plus critiques. Les Américains utilisent les bombes au napalm et les lance-flammes pour déloger les occupants des bunkers qui résistent opiniâtrement. 3000 chasseurs alliés survolent le territoire français jusque derrière la Seine. Le 20 juillet, Hitler arrive en fin de matinée dans la baraque où doit se tenir la conférence d'état-major quotidienne. Le colonel von Stauffenberg fait partie des officiers qui doivent faire leur rapport. Soudain, alors que le Führer se déplace pour examiner une carte étalée sur la table, une bombe dissimulée dans la serviette de Stauffenberg explose. Le Führer est commotionné, son uniforme en loques. Il est passagèrement sourd et agité d'un tremblement qui ne s'arrêtera plus. Autour de lui, plusieurs officiers sont tués ou blessés. La salle de conférence est entièrement dévastée. Stauffenberg a disparu juste avant que la bombe éclate. Il est rapidement identifié comme l'auteur de l'attentat. Devant ses familiers et les grands chefs du parti, Goebbels, Bormann, Himmler, Göring, Hitler laisse libre cours à sa rage. « Croyez-moi, leur dit-il, ceci est le tournant de la guerre. Je suis heureux que ces porcs se soient enfin démasqués. » Le procès se déroule devant le tribunal du peuple. Comparaissent de grands noms de l'aristocratie et de l'armée allemande, le maréchal von Witzleben, le comte von Bismarck, l'ambassadeur von Hassel, le général de cavalerie Höppner, parmi de nombreux autres, que les juges nazis se plaisent à bassement humilier. Tous sont condamnés à mort et exécutés le lendemain. Stauffenberg et le général Freum, eux, ont été fusillés à Berlin dès la découverte du complot. Hitler fait arrêter des milliers d'officiers et de civils, des familles entières, pour la plupart appartenant à la noblesse et la haute bourgeoisie. Il se venge sur les élites du pays. Il ordonne des attaques d'une particulière violence des V1 sur Londres afin de montrer aux Britanniques qu'il est moins enclin que jamais à négocier. Les rues de la capitale anglaise sont à nouveau pleines de ruines. La guerre se poursuit.
Avec l'aide du général Jodl, l'un des principaux chefs du quartier général et qui lui est tout dévoué, il analyse les conséquences de la perte de la France. Chaque jour, la Gestapo communique au Führer le nom de nouveaux conspirateurs, parmi lesquels de très nombreux chefs de l'armée. L'aristocratie militaire apparaît comme l'un des moteurs essentiels de l'opposition au Führer, qui reste pour elle le fils d'un douanier autrichien. Les problèmes politiques qu'Hitler doit résoudre trouvent de même une solution dans le mois qui suit, mais pas toujours dans le sens souhaité par le Führer. La France est libérée par les Alliés, la Finlande et la Roumanie abandonnent le camp de l'Axe, la Turquie rompt ses relations diplomatiques avec le Reich. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes réunis au sein du Volkssturm, l'armée populaire, se préparent à défendre la Prusse et la Poméranie. Le général Guderian, redevenu chef de l'état-major général des troupes terrestres, remet en état les forteresses de Königsberg et de Lützen. Le miracle s'accomplit provisoirement, l'armée rouge est arrêtée et le groupe d'armées du centre, du général Model, doit supporter le poids d'un tiers des forces soviétiques. En France, les Américains rompent le front allemand à Avranches. Le 1er août, c'est au tour de l'armée rouge de couper en deux le groupe d'armée nord du général Ferdinand Schörner. À Varsovie, la résistance polonaise se soulève dès qu'apparaissent les premiers chars russes sur les ponts de la Vistule. Himmler dit à Hitler « Mon Führer, le moment est difficile mais béni. Nous ne survivrons pas au-delà de 5 ou 6 semaines, mais alors Varsovie, la capitale de cette orgueilleuse nation polonaise, sera anéantie. » Hitler reste attentif aux exploits de ses soldats. Il remet lui-même aux officiers les plus brillants les plus hautes décorations, comme ici à Rastenburg. Il souffre pourtant de voir que des chefs qu'il pensait acquis, comme von Kluge ou Rommel, sont compromis dans le complot qui a failli réussir. Les forces américaines progressent en Normandie et en Bretagne, malgré l'opiniâtre résistance des Allemands, en particulier des divisions blindées de la Waffen-SS. Une fois de plus, les Alliés ont trouvé le code secret des Allemands. Ainsi, lorsque le maréchal von Kluge attaque en direction d'Avranches le 7 juillet, son assaut échoue. Furieux, Hitler est persuadé que von Kluge voulait perdre. Il ordonne une seconde attaque. Mais la fortune a définitivement abandonné le chef du Troisième Reich. Les Alliés commencent à encercler leurs adversaires dans la poche de Falaise. Le contact avec von Kluge, ici reçu par Hitler à la Tanière du Loup, est de plus en plus difficile à établir. Le 18 août, Hitler lui envoie Model en avion pour lui donner l'ordre de revenir en Allemagne et le remplacer. L'arrivée inopinée du protégé d'Hitler au quartier général de von Kluge a pour résultat inespéré de permettre aux forces allemandes de se dégager de la poche de Falaise, en particulier grâce à la contre-attaque énergique du 2e corps blindé de la Waffen-SS. Le 20 août, retournant en Allemagne, le Feldmaréchal von Kluge, décoré de la croix de chevalier de la croix de fer avec glaive et feuilles de chêne, se suicide par le poison après avoir écrit au Führer une lettre prédisant une défaite inéluctable. Du 20 au 30 août, sur le front de l'Est, le groupe d'armées d'Ukraine Sud, commandé par le Generaloberst Friesner, subit l'assaut des 2e et 3e fronts ukrainiens aux ordres de Malinovski et de Tolbukhin. 3 jours plus tard, Hitler apprend l'arrestation du maréchal Antonescu par le roi Michel, suivi le 12 septembre de la signature d'un armistice entre la Roumanie, l'URSS et les Alliés. Les Soviétiques ont presque atteint le Danube. Bizarrement, les Britanniques ne font rien pour enrayer la retraite allemande hors de Grèce. Par contre,
il réclame de l'aide pour occuper les territoires laissés libres pour les communistes. Jodl note alors les paroles d'Hitler à ce sujet. Il est politiquement souhaitable que nous suscitions des difficultés entre nationalistes et communistes dans tous les pays que nous évacuons. Par l'intermédiaire du Japon, Hitler apprend par ailleurs que Staline désire conclure une paix séparée. C'est la raison pour laquelle l'armée rouge s'est arrêtée juste avant les frontières allemandes de 1943 et que les soviétiques n'ont bombardé aucune ville du Reich. Ces diminutions de l'empire hitlérien entraînent notamment une baisse des productions industrielles nécessaires à la guerre. Le Reich a en effet perdu successivement le manganèse d'Ukraine, le pétrole roumain, les minerais des Balkans et probablement le nickel finlandais. En inspectant les unités d'artillerie de la Luftwaffe, Göring n'ignore pas que le carburant manque de plus en plus cruellement à l'Allemagne. En France, les sites de lancement de V1 sont pris par les Alliés. Mais Hitler réserve à ceux-ci d'autres surprises. Au mois de septembre, les premiers V2 lancés de la forteresse Hollande tombent en plein centre de Londres. Il s'agit du dernier cri de la technologie et pèsent 14 tonnes. Ils seront suivis de plusieurs centaines d'autres. Les troupes américaines se battent maintenant sur le sol allemand. Dans la semi-obscurité de son bunker proche de la chancellerie, Hitler prépare cependant son ultime contre-offensive. Le 16 septembre 1944, dans le plus grand secret, il informe Jodl et Keitel de sa décision de lancer une opération à travers les Ardennes contre les Alliés sur le modèle à peine modifié du plan Manstein de 1940. Mais le lendemain débute la plus grande opération aéroportée de l'histoire. Des milliers de parachutistes britanniques et américains, soutenus par d'importants largages de bombes, sautent le long du Rhin sur les ponts entre Lech et Arnhem. Mais les Waffen-SS du 2e corps blindé de l'Obergruppenführer Bietrich réussissent à empêcher les Alliés de constituer une base de départ sur la Ruhr. Ils infligent de lourdes pertes à leurs adversaires. Hitler est très satisfait de ce succès qui a montré au monde que l'armée allemande possédait encore des ressources. Malgré leur nombre et leur valeur combative, les soldats alliés se sont heurtés à des troupes parfaitement entraînées, d'authentiques professionnels qui leur ont infligé de lourdes pertes. Au début du mois d'octobre, les Soviétiques lancent une grande opération sur la Prusse orientale. Cette nouvelle sort Hitler de la chambre où le retenait son état de santé. Il assiste à nouveau aux conférences quotidiennes d'état-major de Rastenburg, malgré les conseils de ses proches qui voudraient le voir regagner Berlin. Soupçonné de trahison, le maréchal Rommel s'est suicidé sur ordre. Hitler, souhaitant conserver intacte la gloire du grand soldat, ne révèle rien de ce qu'il sait sur sa participation au complot et ordonne des funérailles nationales. Hitler a perdu l'initiative sur le front oriental. La ruée des chars soviétiques atteint les rives de la Baltique et le cœur de la Prusse. 26 divisions allemandes se retranchaient en Courlande. Elles vont livrer bataille sans relâche jusqu'à la fin. Des centaines de milliers de réfugiés fuyant les communistes passent non loin de Rastenburg dans un état de dénuement extrême, mais en gardant la discipline légendaire du peuple allemand. Dans les territoires provisoirement reconquis sur l'ennemi, les troupes du Reich découvrent les atrocités soviétiques. Hitler s'écrie « Ce sont bien des bêtes venues des steppes asiatiques. Le prix de la victoire ne sera jamais trop élevé. » Ce prix est effectivement très élevé. Jour et nuit, la plus terrible pluie de feu de l'histoire s'abat sur les villes allemandes et notamment sur les centres industriels. Les médicaments commencent à manquer.
Les attaques répétées contre les usines de carburant synthétique ont des conséquences graves pour la Luftwaffe. Si 3000 chasseurs Messerschmitt comme ici sont bien opérationnels, il n'y a plus assez d'essence pour combattre ou même entraîner les pilotes. L'industrie tente cependant de produire ce qui est nécessaire à la défense stratégique. Hitler concentre toutes ses forces en vue de la prochaine contre-offensive. Il veille tard dans la nuit pour préparer ses plans. Des dissensions apparaissent dans le front jusque-là uni des Alliés. Le partage du monde pratiqué à Yalta en février 1945 ne fera que consacrer la suprématie de Staline, qui a déjà annexé la Pologne, au grand mécontentement des Anglais. Von Röstede, de son côté, réussit à tenir tête à l'ouest, infligeant de sérieux revers à ses adversaires à Arnhem, Anvers et Aix-la-Chapelle. Paralysées par le manque de ports en eau profonde, les troupes américaines vont devoir stopper leur avance. Hitler quitte alors la tanière du Loup pour la dernière fois. Au début du mois de décembre, il gagne son nid d'Aigle, d'où il compte diriger sa grande offensive. Il s'adresse par 2 fois à ses généraux pour les informer, tenter de les galvaniser en évoquant Frédéric le Grand et le passé glorieux de l'Allemagne face à ses ennemis. La bataille des Ardennes débute le 16 décembre dans un brouillard extraordinaire et complice. La 6e Panzer SS de Sepp Dietrich, la 5e du général von Manteuffel, la 7e du général Brandenberger et les commandos SS de Skorzeny sont composés de soldats éprouvés qui savent pourquoi ils se battent. Le plan américain de Morgenthau prévoit la totale destruction de l'économie allemande et donc la mort de millions d'habitants. Nombreux sont les généraux allemands qui se demandent si Staline interviendra dans le dos de leurs troupes une fois engagées. Hitler, pour sa part, ne le pense pas. Et son intuition sera exacte. Son objectif est d'enfoncer le front américain en son point le plus faible et de gagner la côte par Anvers. La Wehrmacht encerclera alors l'armée américaine comme à Dunkerque en 1940. Les Allemands profitent pleinement de l'effet de surprise, accru par le temps qui se met brusquement à la neige. Durant les 6 premiers jours, Waffen-SS et Wehrmacht bousculent leurs adversaires, alors que les troupes aéroportées, elles, rencontrent de nombreuses difficultés. Ils font des milliers de prisonniers. Stavelot, Bastogne et la vallée de l'Amblève sont les principaux points de bataille. Le 23 décembre, le ciel redevient clair et l'aviation alliée, jusqu'ici clouée au sol, reprend l'avantage. Le général Patton lance une contre-attaque par le sud. Pourtant, Hitler croit encore à la victoire. Pendant ce temps, à l'est, Budapest est encerclée. Hitler envoie les renforts qui lui sont demandés. Du Berghof, d'où il suit les événements et travaille avec ses collaborateurs comme ici Göring, il se demande quelle partie du front risque de craquer la première. Le visage qu'il présente désormais à ses visiteurs n'est plus celui du conquérant des premières années. Voûté, pâle, les cheveux gris, le bras agité de tremblement, les yeux malades, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'ose plus promettre la victoire finale. L'économie se dégrade de jour en jour, les vivres manquent. Les usines n'ont plus de matières premières pour construire les avions, les jets, les sous-marins et les armes secrètes. La chute de Budapest et la perte des puits de Hongrie aggravent la situation.
Le 7 janvier, alors que Bastogne a été repris par les Américains, Hitler sait que la bataille du saillant, comme on l'appelle, est perdue, malgré les exploits des soldats allemands. Il autorise les premiers replis pour constituer une réserve tactique. La bataille des Ardennes est achevée. Elle a malgré tout bouleversé les plans alliés et prolonge de 6 mois la résistance allemande. Le front de l'Est s'écroule également. Le 12 janvier au matin, Zhukov et Konev lancent 160 divisions contre la Vistule. Le 13, les premiers chars soviétiques pénètrent en Prusse orientale. Dans moins d'une semaine, le front de l'Est n'existera plus. Guderian réclame désespérément des renforts. Hitler accepte, mais quitte le Nid d'Aigle dans la nuit à bord de son train spécial. Comme le note amèrement l'un de ses aides de camp, Berlin est plus adapté comme quartier général. Nous pourrons plus facilement aller de l'Est à l'Ouest du front en prenant le tramway. Hitler retourne donc dans sa capitale pour la dernière fois. La chancellerie a beaucoup souffert des bombardements et un bunker a été aménagé sous les jardins. Hitler s'y installe avec son état-major. Il sait que le danger le plus immédiat est la perte de l'Autriche et de la Hongrie, ses dernières sources de pétrole. Il décide de jouer là-bas sa dernière carte et convoque son fidèle Sepp Dietrich, chef de la 6e Panzer SS, à qui il donne l'ordre d'attaquer dans cette direction. Les Soviétiques atteignent l'Oder. Les routes menant à Berlin, à Dresde et vers l'ouest sont encombrées de réfugiés. L'un des chefs du parti, tentant de canaliser la foule, envoie un télégramme à Hitler « Mon Führer, nous avons confiance en vous ». Soldats et civils fuient devant les Rouges, traversant les fleuves et les rivières gelées. Hitler a perdu le contact avec des armées entières. Il ignore quelles villes tiennent encore et quelles autres sont tombées. Il se console en songeant que l'avance foudroyante des Soviétiques pose aussi des problèmes à Londres et à Washington. L'Oder est le dernier fleuve avant Berlin. Ses rives occidentales ne sont défendues que par des bataillons mal armés du Volkssturm, l'armée populaire. Ils ont mission de tenir une semaine en attendant les renforts. Heureusement, le dégel empêche les chars soviétiques de passer. Le 8 février, le danger immédiat s'éloigne. L'aviation russe opère maintenant à partir des bases capturées depuis la mi-janvier. Les villes allemandes sont sans défense. Il n'y a plus de flak, les chasseurs n'ont plus de carburant. Dans la nuit du 13 au 14 février, les bombardiers britanniques déversent 2978 tonnes de bombes sur Dresde, tuant 135 000 victimes civiles dans un terrible déluge de feu. Le lendemain, les forteresses volantes américaines achèvent la destruction d'une ville pourtant stratégiquement sans importance. La guerre touche à sa fin. La contre-offensive en Hongrie échoue. L'Allemagne a perdu 1 million de civils sous les bombardements. 2 autres millions mourront dans l'exode sans précédent pour fuir les Soviétiques. L'armée britannique franchit le Rhin le 24 mars. La Ruhr est encerclée. Le Feldmaréchal Model, après avoir défendu la région et refusé de se rendre aux Américains, se suicide le 21 avril. La fin est proche. C'est alors que les rivalités entre dignitaires du régime apparaissent au grand jour. Entre Goebbels et Ribbentrop, entre Bormann et Speer, entre Speer et Göring, et entre Ley et Himmler. Les Soviétiques sont massés derrière l'Oder et la Neisse pour le dernier assaut contre Berlin.
Hitler ordonne la construction d'une ultime ligne de défense. Son cerveau fonctionne encore alors que ses forces déclinent. La nouvelle de la mort du président Roosevelt l'atteint soudainement le 12 avril. Hitler s'adresse aussitôt à l'armée. Pour l'ultime fois, notre ennemi mortel, le bolchevique juif, se lance dans la bataille. Tout Allemand qui ne fera pas son devoir sera considéré comme traître à son peuple. Eva Braun arrive à Berlin à son tour, résolue à vivre ses derniers jours aux côtés d'Hitler. Au matin du 16 avril 1945, la bataille de Berlin commence par un puissant barrage d'artillerie qui précède l'encerclement de la ville. Mais les troupes allemandes ont déjà reculé vers la seconde ligne de défense et 2,5 millions de soldats soviétiques ne prennent que des positions vides. Les soldats du Reich attaquent les chars au bazooka appelés Panzerfaust et détruisent de nombreux blindés. En Suisse, des pourparlers secrets ont lieu entre le général SS Karl Wolff et le chef des services secrets américains Alan Dulles. L'objectif est de parvenir à signer un armistice en Italie. Hitler approuve Wolff et lui envoie le message suivant: « Je veux tenir le front pendant encore 8 semaines, j'attends que les Alliés se brouillent. » Bien que les Allemands résistent encore aux Soviétiques et qu'ils leur infligent même des pertes, il est clair que la capitale ne tiendra plus longtemps. Le 17 avril, Hitler prononce un dernier discours de bravade. Mais le lendemain, il dit à l'un de ses généraux: « Si le peuple allemand perd cette guerre, cela prouvera qu'il n'était pas digne de moi. » Le Führer ne dort plus. Chaque télégramme aggrave les nouvelles apportées par le précédent. Le 20 avril, anniversaire des 56 ans du chef du Troisième Reich, Berlin est à nouveau sous les bombes. Hitler et sa suite descendent dans le bunker de la chancellerie. Il n'en sort que pour passer en revue ses derniers fidèles et décorer de la croix de fer des combattants issus de la Hitlerjugend et dont les plus jeunes n'ont pas 15 ans. L'un après l'autre, les secteurs entourant Berlin tombent devant les troupes soviétiques. Cependant, dans un affrontement digne du crépuscule des dieux, certaines unités, en particulier de Waffen-SS, parmi lesquelles les Français de la division Charlemagne, luttent jusqu'au bout. C'est alors qu'Hitler apprend la défection d'Hermann Göring, qui, réfugié à l'Obersalzberg et considérant que son Führer ne peut plus exercer le pouvoir, entend prendre le commandement. Amer et furieux, Hitler le fait aussitôt arrêter. Les combats de la dernière heure continuent à faire rage. Hitler et son état-major peuvent les suivre grâce aux communications qui continuent à fonctionner. 300 chars soviétiques ont été détruits, en grande partie au Panzerfaust, ce bazooka individuel devenu une arme terrible entre les mains des ultimes défenseurs de Berlin. Le 28 avril, la radio alliée annonce que Heinrich Himmler a entrepris des pourparlers de paix. Ce qu'il estime être une trahison de l'un de ses plus grands fidèles est un dernier coup pour Hitler. Les chars ennemis sont à quelques mètres de la chancellerie. Hitler accomplit alors un de ses derniers actes de gouvernement en nommant comme successeur à la tête de l'État le grand amiral Dönitz. Puis, au cours d'une brève cérémonie intime, il épouse Eva Braun, qui devient ainsi sa femme quelques heures avant de mourir. Les conférences d'état-major sont désormais irrégulières et brèves. Dehors, les combats baissent en intensité. Les occupants du bunker ne les suivent plus que par de mauvaises communications téléphoniques.
Parfois, des voix soviétiques viennent en interférence sur les lignes allemandes. Dans un dernier sursaut, Hitler ordonne de faire avancer les ultimes réserves de l'armée. Keitel lui répond « Il n'y a plus aucune réserve, mon Führer. Il n'y a plus aucun espoir. » Nous sommes le 20 avril 1945. Hitler décide de mourir. Il donne ses ordres à son aide de camp SS qui doit brûler son corps et celui d'Eva Braun après leur suicide. À 3h30, après avoir fait ses adieux à ceux qui restent encore dans le bunker, il s'enferme dans son bureau avec sa femme. Celle-ci meurt la première après avoir absorbé une ampoule de poison. Hitler une balle dans la tête. À l'extérieur, les soldats soviétiques plantent le drapeau rouge sur les ruines fumantes du Reichstag.